On nous a menés en bateau depuis des mois. Attention, cette vidéo-là, et oui, va comporter du spoil. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Didio Studios, je m'appelle Jordan, et aujourd'hui nous allons parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, qui sortait en salle ce mercredi. Mais quel film que nous a présenté le MCU, juste incroyable. On se charge de décrypter tout ça, laissons place au générique. Le film démarre avec le générique d'intro Marvel où l'on peut voir tous les personnages des Gardiens de la Galaxie présents depuis le début. Ça rend un bel hommage puisque ce troisième opus sera le dernier avec cette équipe-là. On n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle équipe avec un nouveau film dans le futur, mais tout ça on en parlera tout à l'heure. Les premières images du film vont instaurer les bases pour la suite de l'histoire puisque nous avons Rocket qui est enfermé dans une cage étant bébé, avec le maître de l'évolution, donc le grand antagoniste de l'histoire, qui essaie de lui mettre la main dessus pour mener des expériences dessus. Et oui, ce troisième opus des Gardiens de la Galaxie va énormément tourner autour de l'histoire de Rocket, avec beaucoup de bons dans le passé qui vont nous permettre de comprendre comment il est devenu comme ça et surtout ce qu'il a pu vivre auparavant. Le film démarre sur la planète Nowhere, donc du coup, cette planète qui a été achetée par les Gardiens de la Galaxie aux collectionneurs après Endgame, qu'on a pu également voir sur l'Holiday Special des Gardiens. D'ailleurs, en tout début de film, ils sont en train d'installer une pancarte avec une langue inconnue qui ressemble comme deux gouttes d'eau au logo des Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc j'ai trouvé que c'était un super beau clin d'œil. On voit un Peter Quill qui est totalement épave et sous, mais c'est sur la continuité en fait de l'Holiday Special qu'on a pu voir sur Disney+, où il perd totalement les pédales depuis la mort de Gamora. On voit également Cosmo qui avait été teasé du coup sur l'Holiday Special avec Kraglin, où justement Kraglin essaie de contrôler sa flèche et il n'y arrive pas. Tandis que Cosmo, qui est doté de télékinésie, arrive très bien à manipuler une balle. Et du coup, Kraglin s'énerve sur Cosmo en lui disant que c'est un mauvais chien. Et d'ailleurs, Cosmo et Kraglin, la plupart du temps où on les voit, c'est justement pour se chamailler par rapport à cette histoire-là et sur la bataille finale. Moi, j'ai trouvé que c'était des super bons personnages, mais de second rôle, qui n'ont pas grand intérêt, mais avec beaucoup de potentiel, puisque Kraglin maintenant arrive à diriger sa flèche, et Cosmo est doté quand même de super bons pouvoirs. Donc je pense que pour la suite des Gardiens de la Galaxie, ça peut teaser quand même des choses plutôt cool pour ces personnages-là. Et là, on a l'arrivée d'Adam Warlock, qui vient attaquer Nowhere, donc les Gardiens de la Galaxie. Le seul regret que j'ai ici, c'est qu'on n'ait pas vu Adam éclore de son cocon, comme c'était teasé sur la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2. Je peux comprendre que pour les personnes du grand public, on ne comprenne pas qui est ce personnage. Parce que même si c'est un petit peu expliqué, ça aurait dû être montré. Et je trouve ça vraiment dommage. Il attaque donc Rocket qui va grièvement blesser, puis ensuite Nebula qui va s'attaquer à lui. Mais parlons de Nebula. Elle a level up puissance 1000. Elle a de nouvelles armes, nouvelles technologies également, ce qui la rend beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus impactante également. Bon, même si elle se prend des coups vraiment très très importants de la part d'Adam Warlock et qu'elle se fait pas mal amocher. On a également Groot qui va s'en prendre à Adam Warlock. On a une scène très intéressante qui se passe dans les airs où justement Groot est en train de l'immobiliser avec ses branches. Mais justement, la puissance d'Adam Warlock est démontrée sur cette scène-là où il va tout simplement faire exploser Groot. Et là, on a un Groot qui ressemble à une araignée, tout simplement. J'ai eu un petit peu peur à ce moment-là parce que je vous avoue que j'avais vu cette photo-là avant le film et je me suis dit non, pourvu que Groot, tout le film, ne soit pas comme ça. Et en fait, non, on a un Groot qui repousse super bien. Un Groot comme en début de film. Et là on a une scène avec Kraglin que j'ai trouvé marrante. C'est au tout début justement quand il n'arrive pas trop bien à gérer sa flèche. Il l'envoie sur le visage d'Adam Warlock et ça ne lui fait strictement aucun effet. C'est comme si on lui avait jeté un tout petit caillou sur le visage. On a un Drax qui se fait totalement laminer par Adam Warlock, ce qui est normal parce que dans les comics, Adam Warlock est un personnage mais ultra puissant. Même si dans ce film-là, c'est pas trop montré et je sais que beaucoup ont râlé par rapport à ça, mais en fait c'est juste normal parce que il faut savoir une chose, c'est que il a éclos de son cocon. C'est comme si c'était un nouveau-né, un bébé qui avait tout à apprendre entre le bien et le mal. Il n'a pas conscience également de son plein potentiel. Ce film-là servait juste à le teaser pour que justement dans les prochains films, il soit davantage
développé avec une puissance supérieure. Un petit peu comme on a pu le voir avec Wanda, avec beaucoup d'autres personnages. Adam Warlock finira par se faire transpercer par la lame de Nebula, donc blessé. Il arrive à repartir et à se faire soigner du coup par sa mère, la grande prêtresse. Rocket est grièvement blessé, donc du coup les gardiens vont essayer de le soigner, sauf qu'en fait ça va ne faire qu'empirer les choses, pour une seule et bonne raison. C'est que Rocket à la base est une expérience scientifique créée par le maître de l'évolution, une expérience protégée. Donc elle est protégée par une clé, donc on ne peut pas le sauver à part avoir cette clé-là que les gardiens vont essayer d'aller récupérer, et du coup il lui reste que 48 heures pour vivre. J'ai adoré les bonds dans le passé sur Rocket qui nous ont permis d'en savoir plus et que j'ai trouvé très émouvant. On le voit à un moment donné revenir avec le crâne rasé, avec des cicatrices, un petit peu de sang et tout, donc il est censé sortir d'une opération je suppose. Et il se retrouve en cage avec 3 autres animaux, un morse, un lapin et une loutre, qui vont le prendre vraiment sous son aile pour essayer de le rassurer. Donc on voit que Rocket est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, puisqu'il est très fort en maths, et il arrive même à régler un problème pour le développement d'une tortue, puisque il faut savoir une chose, c'est que le maître de l'évolution, son objectif c'est de rendre les formes primitives en forme intelligente. Il veut que des êtres parfaits pour les amener sur la contre-terre. Donc justement ces personnages-là en cage, Rocket et les 3 autres, portent des noms sous forme de chiffres et de lettres. J'ai pas très bien retenu, mais je crois que celui de Rocket, la fin c'est P13. On les voit à un moment donné dans leur cage, essayant de réfléchir à leur propre prénom. On a Moustache qui est du coup le morse, on a également Leila la loutre, le Sol qui est le lapin, et du coup Rocket qui trouve son propre prénom. Et là on a une scène du maître de l'évolution qui cherche à tout prix Rocket dans un état euphorique. D'ailleurs le jeu d'acteur je l'ai trouvé vraiment très très bon de la part du maître de l'évolution. Il l'amène dans le sas de développement des animaux en l'engueulant, en lui disant mais comment as-tu trouvé la solution au problème dans le développement de la tortue? Comment savais-tu que c'était l'impact des protéines? Parce que regarde, grâce à toi, on arrive à développer les formes primitives en espèces très intelligentes. Donc du coup, le maître de l'évolution veut à tout prix étudier son cerveau, puisqu'il est doté d'une intelligence hors norme. Rocket comprend également qu'il n'ira jamais sur la contre-terre, alors que c'était un projet avec ses camarades de cage. On apprend également que Rocket a disposé des objets un petit peu partout dans sa cage, pouvant constituer une carte, du moins une clé de sortie de sa cage, car dès demain, ils se feront tous tuer. Ils doivent s'enfuir et récupérer le vaisseau, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, puisque le maître de l'évolution arrive à ce moment-là et va tuer Leila. Et là, cette scène est juste... Mais je pense même que ça fait partie des meilleures scènes du film. Rocket qui crie, mais de toute son âme, de douleur, vraiment, je pense, dans le ciné, il y avait un gros moment de blanc à ce moment-là, j'en avais même les frissons, c'est pour vous dire. Et là, on a Rocket qui est un fou furieux qui va défigurer totalement le maître de l'évolution. Et là, on a les gardes qui arrivent, qui vont tuer ses 2 autres amis, du coup, Rocket se trouve seul, on a un passage avec une musique qui est juste prenante, et du coup, Rocket s'enfuit avec le vaisseau. J'ai vraiment adoré cette partie dans le passé, puisque ça nous a permis justement de voir comment un personnage comme Rocket, qui était rempli de douceur et qui faisait totalement confiance en l'humain, a totalement perdu confiance et du coup est devenu un personnage hyper rude et dur. Donc on se retrouve avec un Rocket mal au point, et le seul moyen de le sauver, c'est de se rendre sur OrgoCorp. C'est une entreprise, une espèce de base qui a été créée par le maître de l'évolution. Donc au moment d'aller sur OrgoCorp, ils se font stopper par les Ravageurs. Et donc là, on a beaucoup de personnages comme Stackar Ogord, joué par Stallone, avec un nouveau costume d'ailleurs. On a également un Ravageur qui a exactement les mêmes pouvoirs que Doctor Strange et qui fait rentrer tous les autres Ravageurs dans le vaisseau. Et on a justement la surprise du film, Gamora, qui est un Ravageur. Ou une ravageuse, je sais pas comment on dit. On apprend qu'elle va aider les gardiens de la galaxie contre des unités que lui a promis Nebula. Du coup, ils enfilent des combinaisons pour atterrir sur la station. Alors les combinaisons m'ont fait un petit peu penser à Among Us, le jeu. On a également une scène où Peter essaie de parler à Gamora de ses sentiments, où Gamora n'en a strictement rien à faire. Elle appelle même Queen au lieu de Quill. Super référence au groupe de musique. On a Mantis du coup qui jette les combinaisons sans le faire exprès, du coup tout le monde l'engueule. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont poussé vraiment le vice jusqu'au bout. Ils ont placé des insultes dans ce film. Donc du coup c'est un film
à ne pas faire voir aux plus jeunes, ça c'est sûr. Ça fait plaisir qu'un film assume totalement ces choses-là, ce qui est rare pour un Marvel, surtout depuis la reprise de Disney. Pour passer l'accès des gardes, justement, Mantis va user de ses pouvoirs sur le garde en le rendant amoureux de Drax, donc ça c'est une scène que j'ai trouvée très très marrante. On a un trouble d'identité de Gamora qui nous suit tout au long du film, puisqu'elle va être comparée à l'ancienne Gamora, celle qui est morte. Elle essaye même d'expliquer à Peter qu'il ne l'aime pas réellement, mais qu'il aime l'ancienne Gamora, celle qui est morte. Et elle va même dire qu'il irait mieux avec Nebula. Donc du coup, on a un moment de gênance entre Peter qui arrête pas de regarder Nebula et Nebula qui lui dit « même pas en rêve ». C'est un passage que j'ai trouvé plutôt cool. Et là, on a une bataille qui éclate à l'intérieur d'Orgocorp entre les gardes et les gardiens de la galaxie. Et Drax se fait tirer dessus. Et c'est pour ça que j'ai mis « on nous mène en bateau depuis des mois ». Parce qu'on était persuadés d'avoir des morts dans ce film-là. Or, il y a zéro mort. J'ai eu l'impression qu'à tout moment, chacun des personnages pouvait mourir. Et c'est pour vous dire, juste avant le film, on a fait des paris avec des potes pour savoir qui allait mourir. Du coup, les gardiens arrivent à s'échapper et récupèrent l'objet dont ils avaient besoin et voient enfin ce que Rocket a subi. Et là, on a une scène qui est très forte en émotion puisqu'on voit même certains gardiens en pleurer tellement c'est dur à voir et insoutenable. Sauf qu'ils se rendent compte qu'il manque une clé pour réellement sauver Rocket. Elle se trouve auprès d'un sbire du maître de l'évolution. Gamora n'arrête pas de dire à Peter qu'il faut pas y aller, que c'est un piège, que de toute façon, ce mec-là est considéré comme un dieu et qu'il est hyper dangereux. Et là, j'ai adoré ce qu'a dit Peter. Un piège n'est pas un piège si tu sais que c'est un piège, c'est juste un face-à-face. Et ça, j'ai kiffé. À savoir que dans ce film-là, du coup, Gamora rentre souvent en conflit avec Peter, puisqu'on a une autre Gamora qui est totalement détachée et sans sentiment. Elle va même jusqu'à le frapper. Du moins, le coup est stoppé par Nebula, heureusement. Ils se rendent du coup sur la contre-terre où se trouve le maître de l'évolution. Et pendant ce temps-là, Gamora envoie un signal au Ravageur pour venir la récupérer. Sauf que le seul Ravageur à qui elle envoie le signal s'est fait capturer par la grande prêtresse. Et du coup, Adam Warlock. Alors, chose que je ne savais pas sur la Grande Prêtresse et Adam Warlock, ils ont été créés également par le Maître de l'Évolution. Je savais qu'il y avait un lien dans les comics entre Adam Warlock et le Maître de l'Évolution, mais je ne savais pas que ça allait être représenté de cette façon-là dans le MCU. Du coup, le signal de Gamora est intercepté par la Grande Prêtresse qui lui dit qu'elle va venir la chercher, se faisant passer pour un ravageur. Et là, on a ce que je vous disais tout à l'heure, un Adam Warlock qui est totalement bébé en fait, qui est en train de, je sais pas ce qu'il fait, au mur, essayant de toucher, savoir ce que c'est. Elle lui dit, montre-lui de quoi on est capable. Et lui, il anéantit totalement le ravageur. Et elle reste bouche bée en lui disant, mais comment tu veux qu'il voit de quoi on est capable si tu le tues? Du coup, on sent que c'est un personnage qui a besoin d'énormément d'apprentissage. Un personnage qui peut paraître débile de temps à autre, mais que j'ai quand même trouvé très attachant. Sur la contre-terre, on retrouve les animaux modifiés en êtres parfait pour en faire un peuple dit pacifique, mais on se rend compte qu'en fait ce peuple-là souffre exactement des mêmes problèmes que notre société sur notre terre, c'est-à-dire la violence, la drogue et la pauvreté. On a une scène également de Drax qu'on avait vu dans la bande-annonce qui envoie un ballon fortement dans la tête d'une enfant, qui rigole et que j'ai trouvé encore une fois très marrant. Moi je vous le dis, j'adhère totalement à l'humour des Gardiens de la Galaxie, donc le peuple va totalement se retourner contre les gardiens. Peter Quill va essayer de calmer la situation et va rentrer chez des personnes leur demandant de l'aide pour retrouver le sbire du maître de l'évolution. Donc il essaie de dessiner ce sbire là et sincèrement je pense même que mon neveu dessine beaucoup mieux que ça. Pendant ce temps-là, la grande prêtresse se rend sur la contre-terre pour récupérer Rocket et l'amener au maître de l'évolution. On a Peter, Nebula et Groot qui se rendent en direction du vaisseau du maître de l'évolution. Seule Nebula ne peut pas rentrer puisque son corps est une arme. Une discussion a lieu avec le maître de l'évolution qui se solde tout simplement par un échec. Le maître de l'évolution décide de faire exploser totalement la contre-terre. On a Peter Quill qui saute du vaisseau avec le sbire. D'ailleurs, j'ai trouvé que Peter Quill dans ce film-là était beaucoup plus mature que dans les autres opus des Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, j'ai trouvé que tous les personnages avaient un changement particulier dans leur attitude. Nebula est beaucoup plus empathique également, chose qu'elle n'était pas auparavant. Et à l'inverse, on a une Gamora qui s'en fout de tout et qui est détachée de tout. Bon, la raison est expliquée, c'est que ce n'est pas la même Gamora qu'auparavant. Et on a Groot du coup qui va rattraper et sauver Peter Quill qui est en chute libre en déployant des ailes. Alors je ne savais pas qu'il pouvait faire ça, pour avoir un atterrissage en douceur. Pendant ce temps-là, on a Gamora qui se bat contre un porc génétiquement modifié par le maître de l'évolution, qui se fera d'ailleurs décapiter par Adam Warlock. Et vu que le maître de l'évolution a décidé de faire exploser la contre-terre, Adam Warlock, avec une scène qui est juste magnifique, et je vais dire pourquoi,
vole à toute vitesse pour essayer de sauver sa mère, sauf qu'il sera trop tard, elle va exploser. Alors pourquoi j'ai adoré cette scène-là? Vous savez que je ne suis pas fan des scènes au ralenti. On n'a pas besoin de montrer un ralenti pour montrer qu'une personne est rapide. Et là, dans ce film-là, mais c'est parfaitement fait. Au contraire, on montre juste qu'il est rapide et extrêmement rapide même. Pensant que Peter et Groot étaient encore dans le vaisseau, on a Nebula, Drax et Mantis qui eux sont montés dans le vaisseau, sauf que le vaisseau a décollé et se retrouve du coup bloqué dans l'espace. Et là, on a une scène qui a littéralement stoppé mon cœur de battre, c'est lorsque Peter doit sauver Rocket et que ça ne marche pas. En fait, c'est juste la clé qui met du temps à faire son effet. Donc du coup, Rocket est en train de mourir, il voit un tunnel blanc où il va apercevoir Leila. En clair, il est en train de mourir. Rocket demande à Leila s'il peut les rejoindre, elle lui dit que oui, mais qu'il lui reste encore beaucoup trop de choses à faire avant. Et là, j'ai pu souffler un bon coup puisque Rocket est enfin sauvé. On a même une Nebula qui apprend la nouvelle et qui va même jusqu'à pleurer. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on a du changement chez les personnages, c'est vraiment qu'on a de l'évolution. On apprend également que le maître de l'évolution a créé une nouvelle colonie et qu'il veut mettre toute l'intelligence de Rocket chez chacune de ces personnes-là. Du coup, on a Peter, Groot, Gamora et Rocket qui vont chercher les autres gardiens dans le vaisseau du maître de l'évolution et qui vont faire appel à Kraglin pour qu'il arrive avec Nowhere. Alors là, j'ai pas trop bien compris. Nowhere, à la base, c'est une tête de Céleste, donc une planète, qui se transforme du coup en vaisseau. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont changé? Possiblement. Ce vaisseau-là arrive même à tirer, donc avec une œil mitraillette, etc. et tout. Du coup, on peut en conclure qu'ils ont apporté énormément d'améliorations à Nowhere. Pendant ce temps-là, le maître de l'évolution lâche des créatures pour envahir Nowhere. Et là, on a un Kraglin qui essaie tant bien que mal de contrôler sa flèche pour essayer de défendre Nowhere. Et on a un Mirage de Yondu qui apparaît, lui disant... Tu peux le faire petit, il suffit juste d'écouter son cœur. Donc j'ai trouvé que c'était un super bon clin d'œil au volume 2 des Gardiens de la Galaxie, puisque Yondu meurt dans celui-ci. Là, on a Adam Warlock qui fonce tout droit dans le vaisseau de Peter et Gamora. Donc pour s'en sortir, en fait, Gamora et Peter vont sortir du vaisseau. Et Peter a lancé un programme d'autodestruction, ce qui va grièvement blesser Adam Warlock. Donc Rocket, Groot, Gamora et Peter arrivent à retrouver l'autre partie des Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'en fait, Mantis va leur dire qu'il reste des enfants à bord du vaisseau et qu'il faut les sauver. Et là, on a une Gamora qui est exaspérée parce qu'il lui tarde qu'une chose, en fait, c'est de s'en aller. Sauf que Rocket en a décidé autrement puisqu'il dit « J'en ai marre de courir, il faut aller les sauver ». On a une scène de combat contre les gardes qui, elle, est au ralenti et que j'ai trouvé ultra stylée sur une musique rock parce que, soyons honnêtes, si on aime les Gardiens de la Galaxie, c'est pour deux choses, c'est pour la musique et pour l'humour. Sachant que dans ce film-là, je trouve que l'humour est super bien dosé. Ils font sortir les enfants des cages, et là on a un Adam Warlock qui sort de nulle part, qui donne tout ce qu'il a puisqu'il fait chauffer ses poings, et qui tombe dans les pommes. En vrai, je peux comprendre que c'est un personnage qu'on peut pas prendre forcément au sérieux pour le moment, mais croyez-moi que pour la suite du MCU, ce sera vraiment un très très grand personnage. Et là on a une scène de Rocket qui voit des cages avec des ratons laveurs, avec la provenance d'Amérique du Nord. Donc il connaît enfin ses origines. Il décide de libérer tous les animaux, sauf que le maître de l'évolution arrive à ce moment-là et va le maltraiter. Le seul truc que j'ai trouvé dommage dans ce combat-là, c'est que le combat est vraiment trop court, puisque les gardiens arrivent et en fait vont pulvériser le maître de l'évolution. Gamora arrive et le plante, il lui enlève son masque, puisqu'en fait il était défiguré par Rocket auparavant. Je pense sincèrement que ce film-là méritait un combat beaucoup plus épique que ça. Donc c'est vraiment dommage que ce soit trop court. Et je dois avouer que c'est vraiment le gros point noir de ce film, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ça. Ils vont rapprocher le vaisseau de Nowhere pour justement transférer les enfants et les animaux. D'ailleurs à ce moment-là c'est l'Arche de Noé, ou dirais-je même l'Arche des Gardiens de la Galaxie. Groot sauve Adam Warlock, Adam ne comprend pas pourquoi il fait ça, et il lui demande, et Groot lui répond « Je s'appelle Groot ». Drax traduit en lui disant « Tout le monde mérite une seconde chance ». Et là, on a une scène que j'ai trouvée vraiment héroïque. En fait, on a le vaisseau qui s'éloigne de Nowhere, sauf qu'en fait, Peter est resté bloqué dans le vaisseau. Donc, il va trouver un espèce de stratagème pour essayer de rejoindre Nowhere. Sauf qu'en fait, il va rester bloqué dans l'espace. On a un Groot qui essaie d'allonger ses branches pour essayer de le rattraper, sauf que avec l'espace, ça gèle et ça casse. Du coup, c'est Adam Warlock qui vient le récupérer et qui le ramène à Nowhere. Sauf que Peter Quill est totalement déformé et il se permet même de sortir une petite blague en disant « Est-ce que c'était stylé de la façon dont j'ai sauté ?» Encore une fois sur cette scène, on pensait qu'un personnage allait mourir alors que pas du tout. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ils nous ont menés en bateau pendant des mois. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a perturbé. Tout le long du film, on ne voit pas Peter avec son masque et avec ses bottes booster
qui lui aurait sincèrement sauvé la vie, je pense. Et là, on a une scène de fin qui est plutôt émouvante, puisqu'en fait, c'est des adieux. On a Peter Quill qui demande aux gardiens de se réunir pour leur parler. Il leur fait part de son souhait de revenir sur Terre pour rejoindre son grand-père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Mantis, elle, dit tout simplement qu'elle a vécu sa vie par rapport à Ego et qu'elle a jamais rien fait pour elle, et du coup, c'est peut-être le bon moment. On a un Drax qui n'est plus un destructeur, mais un père de famille qui va devoir s'occuper de toutes ces petites filles de cette nouvelle colonie, et Nebula qui veut diriger la ville de Nowhere. Du coup, Rocket et Groot sont les seuls gardiens de la galaxie restants, et Rocket étant maintenant le leader. Et là, on a un Groot qui ne dit pas « je s'appelle Groot », mais qui dit « je vous aime tous ». Il y a eu énormément de théories qui ont fuité par rapport à ça et qu'on m'a partagé, disant que en tant que téléspectateur, on arriverait enfin à comprendre le Groot et du coup à comprendre ce qu'il dit. Ou alors, il a juste fait l'effort de ne pas dire « je s'appelle Groot » et de dire « je vous aime tous ». Mais la théorie reste très très intéressante. Gamora, du coup, qui part rejoindre les Ravageurs. On a également un Drax qui pleure en disant au revoir à Mantis. Et pour terminer, on a Peter qui rentre sur Terre voir son grand-père. Dans ce film-là, on avait 2 scènes post-génériques, dont une où on pouvait apercevoir la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, on avait Kraglin, Adam Warlock, une fille de la colonie, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, Rocket, qui est le leader, et Groot. Alors Groot, parlons-en, qui se confond avec un rocher. On dirait une évolution de titan. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Ils sont en train de parler de leurs goûts musicaux, et on a une grosse référence au premier opus des Gardiens de la Galaxie, avec cette musique-là. La seconde scène post-générique n'est pas forcément utile en soi, puisqu'on voit juste Peter manger des céréales à côté de son grand-père et parler de pelouse. Mais l'information à retenir, c'est que la légende Star-Lord reviendra. Alors moi, personnellement, c'est un film que j'ai adoré. Je pense même que ça fait très très longtemps que le MCU ne nous avait pas donné un film de cette qualité-là. C'est un film qui est totalement assumé. Ce que j'ai adoré voir dans ce volume 3, c'est voir ces personnages qu'on a suivis pendant des années, avec des caractères qui sont devenus totalement différents par rapport à leur début, et pouvoir enfin clôturer l'évolution de certains de ces personnages. Le gros point fort, mais qui est également un gros point faible, forcément, c'est d'en apprendre plus sur Rocket, mais au final, le plus grand absent de ce film-là reste Rocket, puisque la majeure partie du temps, il est en convalescence. Donc forcément, on s'attendait à un peu plus le voir, mais il reste présent par rapport au flashback, ce qui nous offre des scènes ultra émouvantes, et je tiens à le rappeler également, mais ce film-là n'est pas un film fait pour les enfants, du moins je le déconseille fortement. On a également un antagoniste qui pour moi joue extrêmement bien, je ne connaissais même pas cet acteur. Le rôle lui va super bien. On a également envie de le détester du début jusqu'à la fin parce qu'il a une part de sadisme très très importante. Et comme nous le rappelle Rocket dans le film, l'objectif du maître de l'évolution, ce n'est pas d'améliorer les êtres pour les rendre parfaits, c'est juste qu'il ne les accepte pas tels qu'ils sont. Donc du coup, ça nous donne un méchant avec des convictions, et ça, on adore. Et je pense que de nos jours, pour qu'on ait un méchant qui fonctionne réellement, un petit peu à la Thanos ou même d'autres, hein, il faut qu'il ait des convictions. On n'est pas méchant juste pour être méchant, on est méchant parce qu'on a des convictions derrière, et ça c'est très très important. Le seul regret qu'on pourrait avoir par rapport à ce personnage-là, pour moi, c'est la scène de fin. Il meurt trop facilement, et je trouve ça dommage. Je pense qu'il était destiné à mieux. En tout cas, c'est un film qu'il faut aller voir. C'est un film que je vais aller revoir une fois, 2 fois. Après, je ne suis pas sûr que ça me procurera la même émotion que la première fois. Mais en tout cas, je retournerai le regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, comme à votre habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. On n'hésite pas également à s'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. C'était Didio Studios. À la prochaine!